merci pour l'invitation. En tout cas, alors on a répondu à cette invitation. Moi, je ne vais pas trop vous parler d'espace visuel. Je suis architecte et urbaniste, déjà pour situer les choses, et professeur à l'école d'architecture de Grenoble. Là, je vais parler d'un travail qui a été fait depuis de longue haleine hein, sur la composante sonore dans la conception. Et donc, ça pose des questions d'outils, de représentation et évidemment cognitifs pour la dimension du design et de la conception. Donc j'ai appelé ça esquisser l'architecture en l'écoutant parce que d'ailleurs c'est un travail qui a abouti à une thèse qui s'est terminée en décembre dernier et qui a eu la joie d'avoir le prix de la thèse UGA Innovation cette année. Donc sur ce travail en particulier. Alors pourquoi on travaille sur le son? Je rappelle rapidement le Cresson, c'est le centre de recherche sur l'espace sonore à l'école d'architecture de Grenoble. C'est une structure pluridisciplinaire au départ, et notre travail s'est ancré dès les années 80-90 à travailler sur un langage descriptif plutôt pluridisciplinaire autour de ce qu'on appelait les effets sonores, parce que nous ne disposions pas disons, de catégories qui nous permettaient soit elles étaient trop larges, comme l'idée de paysage sonore, soit elles étaient trop petites, comme l'idée d'objet sonore. Et donc, ce travail de définition autour des effets nous a pris beaucoup de temps, mais a permis déjà de construire quelque chose qui pouvait correspondre à ce que nous cherchons à atteindre. La deuxième phase a été aussi d'expérimenter, hein, donc à travers des prototypes, ce qu'on appelle les prototypes sonores architecturaux. Donc, je vous montrerai rapidement ça. Ensuite, nous avons voulu développer une banque de données sonores enregistrées et analysées qui s'appelle cartophonie.fr, qui est sur le web et qui permet de naviguer dans... On a besoin de références auditives pour écouter certains types d'espaces. Et enfin, là, je vais vous parler de Esquisson. Esquisson, c'est un travail qui a démarré par un financement de l'ADEME autour justement de l'idée que j'avais de dire, pour introduire la dimension sonore le plus en amont possible de la conception et pas en aval, c'est-à-dire une fois que tout a été décidé et qu'on ne peut plus rien faire pour changer les choses, est-ce qu'on peut imaginer un outil qui permet d'introduire cette dimension sonore au moment où les mises en forme sont faites et pas après. Donc c'est important d'introduire cette dimension le plus en amont possible du point de vue de la pensée et de la fabrication des choses. Donc là je passe rapidement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les effets sonores, on a catégorisé un petit peu ces différents types d'effets. Je n'en parle pas là plus précisément que ça, mais il y a un ouvrage publié là-dessus et donc qui était traduit en italien, en anglais, sur cet instrumentarium hein, des effets sonores, qui nous permet aussi d'avoir quand même un langage commun. Des expérimentations qui ont pu avoir lieu surtout à l'échelle du corps en mouvement, pour voir un petit peu comment introduire cette dimension sonore dans la conception, mais aussi à travers des tests in situ, en mouvement, de savoir comment les gens utilisent ce type de choses, par exemple quand ils ont une conversation téléphonique à tenir. Bon, ici, la plateforme cartophonie.fr qui vous permettra d'écouter un petit peu partout dans le monde certaines situations. Et donc, Esquisson qui est, elle, cette plateforme qu'on a cherché à mettre en place à travers donc un travail d'abord d'étude in situ sur des balcons, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que percevoir la ville depuis son balcon ou d'être sur son balcon, et de chercher à travers ça à mettre au point un outil de... Alors, c'est pas une simulation. Est-ce que c'est par la volonté d'être en amont de la conception, d'introduire une réalité augmentée par le son? J'ose pas dire le terme de réalité, disons que c'est une imitation ou une approximation de la réalité avec le son qui accompagne en fait les transformations qui peuvent se passer du côté de la morphologie. Donc sur l'image ici, vous avez à gauche une forme, un terrain urbain, et à droite des scripts qui permettent d'introduire des sons, des positionnements à l'intérieur de cette maquette et d'entendre les transformations qui en sont la conséquence. Donc c'est un outil en open access, c'est important aussi pour nous. Il existe des outils de simulation acoustique qui coûtent extrêmement cher et dont personne ne se servira, enfin excusez-moi, mais parce qu'ils sont inatteignables et surtout ils sont en fin de course. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soient au début, parce que s'ils ne sont pas au début, ça sert quasiment à rien. Et donc, c'est que ce soit en open access aussi, parce qu'il y a une communauté autour de ce qui s'appelle Grasshopper, donc, qui est couplé à un logiciel de design morphologique qui est Rhino, mais aussi à d'autres, et qui permet d'articuler des plugins comme ici Esquisson va l'être, pour introduire des modes de
voilà, non plus seulement de visualisation, mais d'oralisation. Donc c'est un outil qui est encore exploratoire, il n'a pas pu être remis à jour depuis 2 ans faute de financement, et c'est ce qu'on cherche actuellement, c'est justement pouvoir le développer de manière plus affinée encore, et donc qui va utiliser certaines capacités qu'ont les architectes à modéliser en termes morphologiques. Ah, la vidéo ne se déclenche pas. Si. Et d'introduire des dimensions sonores, alors des sources sonores soit existantes dans le terrain sur lequel on travaille, soit que l'on va amener en disant par exemple si une école est construite, comment ça va se passer, etc. S'il y a une cour de récréation, s'il y a un signal ici, s'il y a une route, bon bref, s'il y a des gens au balcon. Et on peut se déplacer à l'intérieur de cette réalité oralisée, soit à l'intérieur de l'espace, soit en altimétrie. C'est-à-dire par exemple se situer au 7e étage ou au 1er étage, changer les matérialités et entendre finalement ces architectures-là, ces transformations de l'architecture, les entendre, puisque le son est quand même une dimension extrêmement minorée dans notre culture, alors particulièrement en architecture. Le son, en gros, on n'en parle quasiment pas. Et puis on se rend compte souvent après coup qu'il y a quelques soucis et qu'on aurait pu améliorer certaines choses. Mais il y a aussi le fait que culturellement, et peut-être aussi dans... Alors ça, je ne suis pas du tout spécialiste de la cognition, peut-être que la part du son dans notre traitement de l'information du cerveau est minime par rapport à l'œil. On en parle beaucoup ici, beaucoup d'images. Et nous sommes submergés par l'image. Nous sommes submergés par l'image à tel point que les outils numériques qui ont envahi tous les secteurs de l'architecture et du design ne sont plus que du rapport à un écran. Ce rapport à cet écran, même plus la table dessinée, le dessin à la main, qui introduit quand même un couplage entre la motricité et peut-être la chose que l'on dessine, l'usage de l'écran distancie quand même la chose. Et nous sommes dit, le son, c'est aussi une manière de se remettre dans cette... réalité, on va dire, je ne sais pas, en tout cas dans cette simili-réalité. Et ça, c'est un des résultats qui est intéressant par les expérimentations qu'on a pu faire avec les étudiants. C'est justement cet effet de réimmersion. Ah ben voilà, ça s'est mis en route, excusez-moi. Donc, mais le son, je ne sais pas s'il va sortir par le... Vous m'avez dit 20 minutes, ça fait déjà 20 minutes. Si vous l'entendez en fait un petit peu, mais bon, c'est pas... Bon. Donc en se déplaçant et en introduisant des sources sonores par un script qui est à droite de l'écran ici, on entend un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Selon que l'on monte, on descend, on enlève un bâtiment, etc. Voilà, l'idée c'est un petit peu de travailler vraiment dès le départ avec ces éléments-là. Donc là, l'exemple est un petit peu caricatural, évidemment. Mais ce qui nous intéresse, c'est donc de travailler justement au niveau de ce qu'on appelle l'esquisse. C'est-à-dire que le projet d'architecture est quelque chose, un objet qui n'existe pas encore. Sa définition, c'est ça. Travailler sur un objet qui n'existe pas encore. Mais le moment de l'esquisse, c'est-à-dire les premiers moments, sont extrêmement importants. Et réintroduire des dimensions sensibles d'ambiance, comme le son, la lumière, d'autres éléments qui nous intéressent, l'air, dans cette appréhension-là, sont des choses qui nous questionnent. Donc ici, vous voyez différentes... bon voilà, effectivement, l'étudiant, enfin en tout cas les expérimentateurs ici se retrouvent devant un écran, mais avec un casque auditif, en quelque sorte, qui les réimmerge dans la réalité sur laquelle ils sont en train de travailler. Différents usages ont été testés de l'outil Esquisson très rapidement pour, par exemple, travailler sur des projets d'extension, de réhabilitation, des choses comme ça, et entendre en fait quel serait l'effet de tel ou tel dispositif par rapport à la dimension sonore, bien évidemment aussi par rapport à d'autres dimensions, mais en ne laissant pas celle-ci de côté. Donc, je vous passe ici différents types d'usages qui ont été faits, par exemple, ou en milieu urbain, supprimer un bâtiment parce qu'on trouve qu'il a peut-être plus sa place ici, et entendre finalement l'effet que cela fait dans peut-être cette modification-là. Ou affiner ces éléments pour se rendre compte un petit peu de cet effet
Alors qu'il n'est pas seulement qu'acoustique, je crois, parce que ça introduit aussi des dimensions de présence humaine, sociale, d'écoute à distance ou moindre de certaines choses. On parlait tout à l'heure de perception de la distance visuelle, mais nous pensons que la distance d'une paroi, elle est aussi largement détectée avec le retour sonore, et donc c'est très important. On a fait des tests avec par exemple des malvoyants ou des choses comme ça sur des dispositifs où ça montre très bien que ces perceptions d'enveloppe, ces perceptions de paroi sont extrêmement présentes dès lors que l'on enlève la dimension purement visuelle de l'espace. Donc ce sont des essais que nous avons fait aussi, par exemple, en situation de... Alors c'est peut-être différent, mais cognitivement c'est intéressant de savoir comment, si l'on fait entendre quelque chose à quelqu'un, comment en même temps, souvent, le jugement va primer sur peut-être la première impression. C'est-à-dire que là, par exemple, en situation de participation, on va dire, ah bah oui, ces objets-là sont trop près, ici on entend trop ceci ou cela. Donc on passe tout de suite dans un domaine du jugement qui peut être un petit peu problématique avec la dimension sonore. Ça, on en a tout à fait conscience aussi quand on travaille avec des habitants ou avec des acteurs de l'urbanisme et de l'architecture. Voilà, je passe directement à d'autres sources d'exemples sur des objets très différents, comme ici par exemple un théâtre grec, sur lequel quelqu'un a travaillé sur des dispositifs de proximité pour montrer comment finalement ce type de travail pourrait améliorer la perception phonique de l'intériorité en fait du théâtre, ou encore d'autres essais en situation réelle en utilisant là des outils de resonorisation en quelque sorte pour transformer le contexte sonore d'un espace ou d'un lieu. Voilà. Pour conclure très provisoirement sur cette direction de travail, qui n'est pas la seule dans nos travaux. Il y a ici Lorraine Gomez qui est présente, qui est venue à ces journées parce qu'elle travaille avec des lunettes de réalité virtuelle dans des parcours en réalité augmentée, on va dire, des parcours réels, pour comprendre un petit peu comment l'architecture est perçue du point de vue à travers ces outils-là. Ça révèle en fait quelquefois la perception, en tout cas certaines données qui sont habituellement un petit peu effacées. Est-ce qu'ils ont été volontairement pensés, comme c'est écrit ici, pour ne pas être trop exacts? Si on avait un outil trop exact, il serait trop lourd et pas accessible à tous. L'idée, c'est qu'il soit accessible. Déjà, c'est assez complexe, je pense. Et en même temps, laisser une certaine latitude de travail, c'est un outil. Et ça, c'est une question importante. Quand on travaille sur un outil, il n'est pas neutre, et donc il induit quand même un certain nombre d'éléments. Je voyais tout à l'heure tout un tas de choses. Je me dis, mais en fait, là, il y a des... Voilà, il y a des... Et nous, le travail de cette thèse, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il est rétrospectif sur l'outil lui-même. C'est-à-dire la manière de faire un outil et l'usage que l'on peut faire de l'outil, comment ça se contrebalance et comment ça peut porter à des questions ou à d'autres pistes de recherche qui peuvent être intéressantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que l'immersion par l'écoute, là, met de fait le concepteur, designer ou celui qui est dans une autre posture par rapport à la chose qui n'est pas encore là, c'est-à-dire à l'intérieur des morphologies, des matérialités et des usages, et donc dans des espaces qui sont non plus seulement représentés par la vision, mais par cet ensemble d'éléments qui tout à coup reviennent un petit peu en présence. Donc ça, c'est une immersion, mais une immersion qui révèle en quelque sorte des choses donc, qui n'étaient pas, qui sont un petit peu effacées par la dimension purement visuelle des outils numériques classiques. Donc les concepteurs ne voient plus forcément le projet seulement depuis l'extérieur, comme l'incite à le faire le visuel, mais en étant à l'intérieur. Alors à la différence peut-être de la promenade visuelle, puisqu'on peut aussi se déplacer de manière visuelle dans un projet, le son renvoie quand même une réalité peut-être plus affinée, moins désincarnée en quelque sorte, qui ramène aussi cette dimension peut-être de réalisme. Une minute restante, regardez, il me reste une phrase. Et pour nous, l'écoute en tant que telle, c'est-à-dire l'acte d'écouter, qui est encore une fois est souvent minoré, sauf peut-être dans des perspectives ou musicales ou très spécialistes sur des acoustiques de salle, etc. Alors que le son accompagne notre vie quotidienne en permanence et qu'il est un des objets de récrimination assez fréquents. Si l'on veut affiner un petit peu ça, l'écoute devient
un point critique de la conception visuelle, en quelque sorte, et introduit une dimension, certes, assez difficile et instable, ça on le sait, puisque temporelle essentiellement, et pas fixe, mais motrice, et réélaborant un petit peu la manière de matérialiser, de rendre technique certaines choses de l'architecture, mais aussi des dimensions qui sont socio-esthétiques et pas seulement esthétiques, et qui renvoient à l'usage et à la permanence des lieux que nous habitons. Voilà un petit peu les ambitions de Esquisson. Esquisson, ce soir, il y aura une cérémonie je crois à l'Amphiveil pour la remise du prix de la thèse. Et donc, Théo Marchal, qui aurait dû faire cette présentation beaucoup mieux que moi, ne pouvait pas être là. Il est à Lyon pour faire autre chose. Voilà. Donc, voilà, je suis ouvert à des questions. C'est vrai que la dimension sonore n'est pas privilégiée, mais je pense que ça peut ouvrir aussi certaines voies. Eh bien, merci beaucoup. Merci.